Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver sur ma petite chaîne pour une vidéo d'information qui va porter, comme vous entendez bien, en cette fin d'année, qu'est-ce qui a rythmé l'année 2020? C'est bien sûr le coronavirus, le Covid-19, le SARS-CoV-2. Et j'aimerais revenir avec vous sur plusieurs petits points qui m'ont marqué et que j'aimerais ensemble qu'on interprète. J'aimerais vraiment qu'on se détache un peu de l'émotionnel et qu'on aille un petit peu analyser tout ça de manière un peu objective pour garder en fait de l'impartialité et non pas de la partialité comme on peut l'observer à travers les médias qui jouent énormément justement sur les sentiments, sur ces choses-là qui font basculer un peu l'opinion publique mais qui se détachent des données un peu scientifiques et réelles. Donc j'aimerais recentrer un peu le débat et vous montrer un petit peu mon analyse à moi, mon analyse personnelle vis-à-vis de justement le Covid, tout ce qu'on veut nous faire faire derrière, tout ce qui va se passer, la pandémie, est-ce une pandémie ou non, y a-t-il eu des vagues ou non, bref, on va essayer de mettre tout ça un petit peu à plat et d'échanger ensemble via cette vidéo. Vous n'hésiterez pas à mettre des commentaires bien sûr pour qu'on puisse échanger ensemble, comme ça on pourra faire des correctifs, je pourrai appliquer plusieurs des correctifs, voir des vidéos pour corriger un peu mes dires, si éventuellement des erreurs se sont glissées, faut pas hésiter à me le dire, je ne suis pas voilà, exempt de tout défaut et d'erreurs qui peuvent se glisser au travers de mes vidéos, donc ne pas hésiter à me faire les remarques. Et là on va commencer à analyser un petit peu dans le dur du sujet. Donc on va commencer, regardez, il y a eu un article qui est paru, donc c'est pour revenir un petit peu sur le fait qu'on traite les gens de complotistes. Vous voyez, pour fermer le débat tout de suite, on tague une personne de complotiste, de sexiste, d'homophobe, de raciste, voilà, d'extrême droite, enfin tous les qualificatifs en fait qui vont être appliqués à une personne pour ne pas avoir à débattre avec elle, donc ne pas avoir à justement montrer éventuellement les faiblesses de son exposé, de son argumentaire, pour contrer la personne et la faire taire finalement, alors qu'en réalité, le débat, s'il avait été ouvert, aurait peut-être mené à d'autres conclusions, à d'autres analyses. Donc ici, je voulais revenir sur le point des vaccins. On nous parle beaucoup des vaccins pour le coronavirus. On nous dit il va falloir se faire vacciner pour avoir une grosse couverture vaccinale pour que justement on n'ait plus les restrictions actuelles sanitaires, qu'on puisse reprendre le cours de nos vies normalement. Bon, d'accord, très bien. Mais détachons-nous encore un peu de tout ça parce qu'effectivement on nous met la pression en nous disant si les gens effectivement se font pas vacciner, vous voyez, les malades vont continuer à affluer dans les hôpitaux et donc on pourra jamais retrouver la vie qu'on avait avant. On sera toujours obligé de rester avec de la distanciation sociale, avec des mesures de couvre-feu, avec des mesures de confinement, avec toujours bien sûr l'application du masque sur soi-même et de tout autre geste barrière. C'est effectivement un argument un peu de massue en fait, c'est fait pour contraindre un peu les populations à devoir se plier à ces règles-là, pour céder en fait, mais est-ce que c'est justifié ou non? Donc au niveau du vaccin, il y en a beaucoup qu'on appelle les anti-vaccins qui sont contre les vaccins. Moi, personnellement, je ne suis pas contre les vaccins, il y a de très bons vaccins, et je pense qu'il y a d'autres vaccins qui mériteraient effectivement de prendre un peu des pincettes et de prendre un peu de hauteur pour savoir si leur utilité est réelle ou non. Autre chose, on traite comme souvent, je vous dis, les gens de conspirationnistes ou de complotistes, quand ils émettent l'hypothèse que des vaccins peuvent être injectés et contenir des données pour nous repérer et tout ça. Eh bien écoutez, on va faire très simple. Voici un article qui vient du site du MIT. Alors le MIT, vous irez vous renseigner dessus. C'est tout simplement l'Institut technologique du Massachusetts. Donc c'est un institut très sérieux qui est une grande école, un grand institut, qui fournit énormément de recherches à travers le monde, avec d'autres instituts bien sûr, mais celui-ci est très réputé. Il est basé donc aux États-Unis. Et ce petit institut du Massachusetts en 2011 nous disait clairement, vous le voyez ici, c'est en anglais, mais bon, pour vous savez à peu près traduire l'anglais, et au pire je vous ai mis derrière un article en français, qui nous parle effectivement qu'il y aurait des nanoparticules qui serait possible de mettre dans les vaccins, et ça pourrait être des choses véhiculées sous-cutanées en fait, voilà. Et donc ce serait des nanoparticules qui pourraient ensuite réagir avec par exemple des dispositifs électroniques et tout ça qui permettent de voir si la personne a été vaccinée ou non par une réaction lumineuse ou autre, par détection, voilà, invisible éventuellement à l'œil nu.
Mais ça permettrait de voir effectivement à travers des machines qui ont été faites pour, de voir si des personnes ont été vaccinées comme des portiques ou des téléphones portables faits pour, ou des nouvelles technologies. Donc voici l'article en français, vous voyez, enfin là on peut déplier un petit peu l'article, vous irez consulter, hein, il y a l'adresse ici, vous pourrez aller voir par vous-même, hein, ou même taper dans Google ou dans un autre moteur de recherche pour avoir cet article et le lire à tête reposée, hein. Il est en anglais mais il est suffisamment bien fait, il est issu du site du MIT. Hein. Donc bien sûr il y a les Échos, hein, gros site complotiste. Ah, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Je reprends ma lecture, voilà. Qui, lui, nous indique, voilà... par contre, l'article, lui, est paru il est paru en 2019, par contre, en décembre 2019, voilà, il l'indique ici, en décembre 2019, et qui retrace, en fait, exactement ce qui s'est passé en 2011 avec l'article du MIT, et qui dit, dans le futur, le carnet de vaccination pourrait être injecté sous la peau. Voilà, donc des ingénieurs du MIT, hein, ça date de 2011 normalement, hein, ont inventé des nanoparticules injectables sous la peau, lisibles à partir de smartphones. Bon, smartphone peut-être pas, je sais pas encore, mais en tout cas il pourrait y avoir des portiques certainement de détection qui viendraient analyser effectivement ces nanoparticules qui ont été injectées sous votre peau via le vaccin, pour justement analyser quel type de vaccin vous avez eu et si vous pouvez éventuellement rentrer dans des zones ou pas. Hein. Enfin voilà, après on peut vous contraindre. Ça a été le cas, vous pourrez retrouver dans l'actualité, il y a des compagnies aériennes qui ont émis l'hypothèse effectivement que des personnes devraient fournir un certificat de vaccination ou une preuve qu'ils ont été vaccinés contre tel type de maladie, notamment le Covid-19 bien sûr, pour pouvoir prendre les avions. Mais ça, on peut l'étendre à votre lieu de travail, bien sûr. On peut l'étendre aux grandes surfaces, on peut l'étendre à votre banque, on peut l'étendre à beaucoup de choses. C'est-à-dire que le vaccin ne serait pas obligatoire, effectivement, parce qu'on entend parler de ça en ce moment, de éventuellement rendre le vaccin obligatoire, mais des voix s'élèvent, et puis apparemment, le président Macron aurait dit non, pas obligatoire. On vous dit pas obligatoire, d'accord, pas obligatoire de l'avoir chez vous et tout ça, mais par contre, pour avoir accès à certains lieux, ça pourrait devenir obligatoire, donc pas obligatoire, mais en fait obligatoire finalement. Donc voilà, parce que sinon vous seriez puni chez vous finalement. Donc voilà, donc ici les Échos relatent encore cet article qui dit voilà clairement qu'il pourrait l'injecter sous la peau. Au début c'était fait pour le HIV et d'autres dérivés, le HIV qui était le sida, hein, comme on l'a vu sur l'article du MIT. Mais après on peut le faire pour n'importe quel type de virus. Et donc, eh bien, voilà un autre site conspirationniste hein, qui s'appelle l'Institut Pasteur, très gros site conspirationniste, qui lui explique clairement qu'il y a un développement d'un nouveau vaccin, d'un nanovaccin, donc de nanovaccin, nanoparticules, hein, à multiples épitopes. Alors là, épitopes, je vous laisse faire, moi je n'ai pas fait d'études de virologie, ni d'études de tout ce domaine-là, m'échappe un petit peu, mais je sais quand même lire et interpréter les données, en fait, un petit peu, hein, on va dire. Contre le coronavirus, donc le SARS-CoV-2, et la création d'un modèle de souris humanisé pour tester ce vaccin. Donc voilà, il le teste actuellement sur des souris, mais donc il y aurait bien un nano-vaccin qui pourrait contenir la technologie du Massachusetts Institute, qui ferait que on pourrait voir les gens qui ont été vaccinés ou non, et donc filtrer les gens au besoin via des portiques, via des dispositifs qui permettraient de faire le tri pour savoir si les personnes sont dangereuses pour les autres, et donc les exclure pour risque sanitaire. Bien sûr, vous pensez bien qu'on parlera de ça, ce sera un peu comme si vous aviez la lèpre en fait, et on vous mettra de côté alors qu'en fait vous êtes en parfaite santé, mais comme vous n'avez pas été vacciné, on pourra gentiment vous dire de rentrer chez vous, parce que vous êtes libre de ne pas vous faire vacciner, mais vous êtes libre aussi de ne pas rentrer dans cet établissement parce qu'il vous est interdit. Voilà, ça c'est à peu près ce qui risque de nous arriver dans un avenir proche. Bon, il suffit de lire un peu quelques romans d'anticipation pour se situer un peu le contexte hein, et de voir un peu ce qui peut arriver. Donc je ne dis pas que c'est obligatoire, mais il faut rester toujours très vigilant à ce qui se passe. Maintenant qu'on a vu un petit point sur les vaccins qui devraient vous mettre un petit peu en alerte, on va voir un autre point, vous pourrez aller feuilleter un peu plus. Là, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce truc-là, il faut aller lire un peu plus en profondeur l'Institut Pasteur, à mon avis, pour trouver plus d'informations, mais voilà, c'était un titre en tout cas qui permettait de se dire oui, il travaille dessus. Autre point qu'on va aborder ensemble. Notre belle planète, voici la France, et on voit que j'ai envie de parler un petit peu d'espérance de vie, de natalité et tout ceci. Vous allez comprendre où je veux en venir ensuite par rapport au coronavirus. Donc, comme vous le savez tous, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui se situe à peu près par ici, 1945, il y a eu énormément de naissances, il y a eu un pic, il y a eu un rebond de naissances en France et partout à travers le monde à la suite de cette Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle avait fait des morts et tout ceci, et les gens avaient envie de retrouver de la vie en fait, donc il y a eu une importante procréation à cette époque-là, et donc il y a eu un pic
Comme on le voit ici, un pic suivi d'une petite atténuation et un pic après une atténuation, après une reprise à la normale, où le taux de natalité a vraiment bondi en fait après 1945. Donc il y a eu une surnatalité, il y a eu ce qu'on appelle le fameux baby boom. Baby boom qui se retrouve en fait... Alors j'ai oublié de le mettre, donc je vais le mettre tout de suite, ce qui est un petit peu bête de ma part. Donc attends, on va faire une recherche. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre un petit graphique. C'est la pyramide des âges. Pyramide des âges, donc on va faire une petite recherche. En France, ce serait bien. En France, et on va prendre via Wikipédia. Donc vous voyez, là on est en direct live, donc ça vous prouve que, voilà, démographie en France, très très bien. Voilà, c'est ceci que je voulais vous montrer. D'ailleurs, je croyais l'avoir ouvert, c'est bizarre qu'elle s'est fermée, peu importe. Donc voilà, donc on a la pyramide des âges en France. Elle représente le nombre de personnes, vous voyez, en milliers par rapport à l'âge de la population. Et donc, on retrouve bien, si vous faites la petite différence de 1945, enfin si vous faites 2020 moins 1945, vous allez vous retrouver à peu près dans ces eaux ici. Donc on voit effectivement le début du baby boom des personnes qui sont aujourd'hui âgées d'un peu plus de 70 ans. Et fatalement, plus on vieillit, plus on se rapproche de l'espérance de vie. Il faut savoir qu'en France, l'espérance de vie pour un homme est située aux alentours de mémoire 82,5 ans, et pour les femmes, elle est de 86,5 ans. Ce sera à vérifier, vous le ferez par vous-même, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Et qu'est-ce que l'on constate? Quand vous avez un baby boom, en fait, quand vous avez une explosion de la natalité, ces personnes vieillissent et s'approchent de l'âge limite de l'espérance de vie, l'âge moyen que l'on estime. C'est-à-dire que plus elles vont vieillir, plus elles vont mourir, en fait. Plus il y a de chances qu'elles meurent en nombre important, parce qu'elles étaient nombreuses à la naissance. Et donc, il est logique de constater des pics, en fait, voilà, dans la mortalité. C'est-à-dire que la mortalité en France va forcément augmenter. C'est ce qui arrive quand beaucoup de personnes arrivent en âge limite, et bien forcément elles meurent. Et quand on arrive à 70 ans, ça commence à être l'âge limite, hein, parce que l'âge moyen d'espérance de vie c'est 82 ans, mais donc les personnes vont s'en rapprocher. Vous le voyez ici, le nombre de personnes fait que forcément, comme on appelle ça une pyramide des âges, parce que les gens meurent, ça fait une forme de pyramide, parce qu'on n'y vit pas éternellement, hein, je suis désolé, certains cherchent peut-être encore la fontaine de jouvence, mais là je suis désolé pour eux. Un jour, notre vie va s'éteindre, et moi-même, qui ai une grand-mère âgée de plus de 80 ans, voilà, je sais qu'elle arrive dans un âge où elle peut mourir, parce que c'est l'espérance de vie fait qu'elle va finir par mourir. Donc voilà, et qu'elle est plus sensible aux maladies et tout ça. C'est ce qui se passe un peu avec le coronavirus. Le coronavirus, forcément, s'attaque aux personnes qui sont les plus faibles. Comme tous les virus, les personnes les plus faibles, qui ont un système immunitaire le plus faible, sont les plus touchées. Celles qui ont des comorbidités notamment, et celles qui sont à un âge très avancé. C'est pour ça que l'âge moyen, je crois, des décès liés au coronavirus, c'est 74 ans. Bizarrement, on se retrouve un peu dans le baby boom, dites-moi. Non, je sais pas, je dis ça au hasard, mais bon, c'est peut-être une coïncidence, qui sait. Mais bon, en fait, on va constater de toute façon, dans les années qui vont venir, une augmentation de la mortalité. Si votre population est tout le temps croissante, ça représente un pourcentage tout le temps équivalent. Donc en France, on voit qu'on est environ, de mémoire, 65 millions, 70 millions, quelque chose comme ça. J'ai du mal un petit peu, j'ai pas été voir les informations, mais on doit être à peu près dans ces eaux-là, on me corrigera au besoin. Et on voit que chaque année, il y a environ 600 000 personnes qui meurent, ce qui représente un petit peu moins d'1% de la population. Mais ça va continuer ainsi. Voilà, on va toujours rester à 1%, donc plus la population va croître, comme il y a eu le baby boom et tout ça, de toute façon, là, le nombre de morts va augmenter d'année en année, à quelques petites... voilà, parce que c'est une courbe d'allure, c'est une courbe d'allure, ce n'est pas une courbe qui va être précisément tout le temps augmentée, des fois il va y avoir des baisses, des fois il va y avoir des grandes montées, des fois des petites baisses, mais l'allure globale va faire qu'on va, on va conserver cette mortalité qui est à peu près estimée, voilà, par rapport à l'espérance de vie. Donc c'est quelque chose de totalement logique. Maintenant, nous allons voir une autre info, un autre petit tableau, qui est celui-ci. Donc là, on voit le nombre de décès en France par année depuis 1994 jusqu'à 2019. Alors, il faut savoir que pour ces données-là, vous pouvez télécharger ici, ça vient de l'INSEE, hein, c'est quand même des données qui sont à peu près fiables, on va dire. L'INSEE fournit le téléchargement du XLS que j'ai importé, que je vais vous montrer. Il précise quand même que pour l'année 2018, qui est 2017, voilà, 2018 et 2019,
que les données sont provisoires, parce qu'il peut y avoir des petites modifications suivant des correctifs et tout ça, mais on a quand même une estimation assez proche de ce qui va être le résultat final. Donc on voit que la mortalité a quand même atteint en 2019, par exemple, si je regarde bien, 612 000 morts. Comme je vous dis, à peu près un peu moins d'1%, parce que un peu moins d'1% de la population globale en France. Et on voit justement les variations, comme je vous ai dit, hein, c'est pas quelque chose de linéaire, il y a des variations et il y a une espèce d'allure générale en fait, qui permet de faire des prévisions, des pronostics sur ce qui va découler. Pronostics qui tiennent compte, bien sûr, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, du nombre de personnes qui arrivent dans l'âge critique, hein, parce que l'âge critique, ça commence vers les 65, 70 ans, hein, ça commence à être très critique, à part si vous avez des problèmes de santé, mais on va dire l'âge critique moyen, qui n'est pas l'espérance de vie, hein, c'est l'âge critique, c'est l'âge où des personnes commencent à mourir de vieillesse, et après l'espérance de vie elle est poussée à 82,5 ans, parce que les gens peuvent vivre aussi plus longtemps, bien sûr, évidemment. Donc tout ça, je l'ai mis dans un petit tableau. Voici mon petit tableau, ça correspond exactement à la même chose, hein, c'est exactement les mêmes données, vous pouvez regarder, hein, j'ai en fait extrait l'XLS ici, je l'ai rentré dans mon petit tableur, sauf que moi j'ai été un petit malin, j'ai rajouté une année 2020. Et j'ai rentré un peu des valeurs en jouant, en m'amusant. Donc en fait, on voit une certaine dynamique de la courbe depuis à peu près 2004. Vous voyez, on était stable à peu près de 1985 aux années 2000, au niveau du nombre de morts. Il y a une petite montée en 2000, ici je ne sais plus lequel c'est, il ne m'indique pas avec le point, bon c'est pas grave, bon, il y a une petite montée ici. Éventuellement, là je sais que c'est entre 2014 et 2015, vous voyez, il y a une poussée quasiment de 40 000 de différence. 40 000, ça représenterait pas un peu ce qu'on nous a dit pour le coronavirus? Peut-être, je sais plus. Ici, ça représente exactement la même chose. Vous voyez, ça fait effectivement un palier assez fort, mais vous voyez, on a déjà eu une mortalité qui a varié de 40 000 personnes en 2014 et 2015. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Mais l'allure globale, vous voyez, elle a tendance pas à être linéaire, parce que linéaire, vous voyez, ça partirait comme ça. On le voit qu'il y a une tendance un peu exponentielle. Voilà, il y a une espèce d'augmentation comme ça. Et donc, moi, j'ai fait une petite estimation, je me suis placé à 630 000 morts, et vous voyez, ça semble pas déconnant dans le résultat final. On sait qu'il y a le baby boom, il y a de plus en plus de personnes âgées qui arrivent dans l'âge critique, et donc, cette courbe ici, quand on essaie de l'interpréter avec l'ajout que j'ai fait en 2020, elle ne paraît pas si aberrante que ça. On peut même faire une petite modification si vous voulez, on peut estimer qu'il y en aura peut-être un petit peu moins, il y aura peut-être que 615 000 morts. Si on estime que ici ça sera plutôt linéaire à partir de 2017, vous voyez. Si on estime qu'il y aura plutôt une linéarité qui va se replacer un peu ici, pourquoi pas, il y aura 615 000 morts, rien d'aberrant non plus, hein. On suit juste moins la courbe exponentielle, on peut dire qu'il peut y avoir peut-être une accalmie, même si ça augmente un peu, ce serait un peu une accalmie par rapport aux prévisions qui sont faites. D'ici le baby boom qui arrive plutôt en baby boom et même en death boom, hein, on peut dire. Donc là, je vais me placer à 530 000. Donc vous voyez que cette année, on peut attendre effectivement à ce qu'il y ait en France 630 000 morts. Voilà. C'est une donnée qui est tangible, qui n'est pas aberrante, comme je vous l'ai dit. Si on arrivait à 650 000, là on verrait quand même qu'il y a une courbe qui commencerait à s'infléchir beaucoup, sans être non plus hyper alarmante. On pourrait se dire, tiens, là il y a une augmentation un peu comme il y a eu en 2014-2015. On voit que ça fait à peu près le même coefficient, on va dire, de modification. Mais ce n'est pas déconnant. Bon, si on arrive à 700 000 morts, là vous vous doutez bien. D'ailleurs, mon graphe ne va pas y aller parce que voilà, j'ai pas tracé jusqu'à 700 000 morts. Bon, là on verrait que là il y a un problème. Là par contre, je comprendrais qu'on sera en alerte. Là il y aurait un décrochement vraiment très significatif au niveau de la mortalité, même si là aussi encore ça représente à peu près 1% maintenant ou un petit peu plus d'1% de la population globale française, qui n'est pas non plus énorme, hein, parce qu'on le voit tous les ans, on a un petit peu moins d'1%, on serait plus proche du pourcent, voire au-dessus. Mais là, on verrait que par rapport à la courbe, il y a un décrochement quand même qui est anormal. Alors qu'avec 630 000 morts, on se dit, bah écoutez, c'est pas si problématique que ça, c'est pas si aberrant, hein. C'est même ce qui est attendu. Si on regarde un peu l'allure, c'est ce qui est attendu. Donc, autre petite donnée à vous mettre en tête, encore de l'INSEE. Ah, c'est sacré INSEE, incroyable. Eh bien, ils nous ont donné des chiffres provisoires, hein, encore. Hein, vous voyez, il y a un petit P devant qui définit que c'est provisoire. La mortalité par mois en 2020.
donc qui sera peut-être un peu corrigé en 2021-2022 pour repeaufiner les chiffres. Hein, vous voyez là, les chiffres sont arrondis, hein, on voit que ça finit tout le temps par en centaines, c'est arrondi, alors que les années précédentes c'est vraiment assez précis, c'est à l'unité prête. Qu'est-ce qu'on constate? On constate voilà le nombre de morts, et j'ai pris ma petite calculatrice parce que je suis un petit malin, j'ai additionné donc tous ces chiffres qui vont jusqu'à octobre. Hein. Donc après il reste plus que 2 mois, novembre et décembre pour finir l'année. Hein. Chiffre provisoire quand même, mais quand même. Qu'est-ce que je constate? On arrive à 525 000 morts. 525 000, on a vu que tous les ans, l'année dernière il y avait 612 000 morts, on en attend 630 000. Donc je me dis, si on attend 630 000 morts, qui est à peu près l'allure que l'on peut attendre, qui semble la plus plausible de la mortalité qu'on attend en 2020. Eh bien, je fais mes justement 630 000 morts, moins mes 526 000 morts déjà effectifs, même si provisoires, il nous reste encore 100 000 morts à venir. 100 000 morts à venir en 2 mois, je fais la division, moi le simple, mais je vous précise, ça fait encore 52 000 morts au mois de novembre, plus 52 000 morts à attendre au mois de décembre. Bon. Est-ce que ce serait déraisonnable par rapport aux années précédentes? Et là encore, l'INSEE nous fournit les chiffres. Eh bien, regardez tout simplement. Décembre et janvier 2019, on oscille à peu près dans les 52 000 morts, en moyenne. Année 2018, encore une fois, là on oscille plutôt vers les 50 000 morts. Ok, 2017. Là, on oscille aussi à peu près dans les 51-52 000 morts. Bon, écoutez, on verra ce qu'il en sera. Mais ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que qu'il y ait eu coronavirus ou non, parce que mes courbes ici, c'est limite coronavirus ou non. Hein. En 2019, il n'y avait pas le coronavirus, on est d'accord. Et donc, on pouvait attendre en 2020 d'avoir 630 000 morts. On est d'accord. C'est à peu près l'estimation entre 615 et 630 000 morts. C'est pas déconnant, il n'y a pas d'alerte, c'est ce qui était plus ou moins attendu et prédictible. Mais donc, Covid ou pas Covid, on aurait eu 630 000 morts. Mais si cette année, à la fin de l'année, l'estimation provisoire, bien sûr, établit que nous arrivons par exemple à 625 000 morts, qu'est-ce que vous allez vous dire en vous? Qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez vous dire, attendez, on vient de nous montrer de toute façon qu'il y ait coronavirus ou pas, là, c'est ce que je vous montre, mes données sont impartiales, hein, c'est les données de l'INSEE, je vous ai dit, voilà, avec la mortalité par rapport à la population vieillissante, c'est ce qu'on est censé attendre. Et vous allez vous dire, mais est-ce qu'on se serait pas moqué de nous, en fait? C'est quoi la manipulation derrière tout ça? Parce qu'en réalité, le nombre de morts n'est pas anormal. C'est-à-dire qu'on va avoir 625 000 morts, mais c'est ce qu'on aurait eu même s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça réveille en vous? J'ai envie de vous dire, vous allez me dire, mais non, mais c'est du conspirationniste, tous les pays s'y sont mis, tous les pays ont fait des mesures, machin. Oui, d'accord, mais pourquoi? Est-ce pas plutôt par mimétisme qu'ils ont fait toutes ces mesures? En se disant, effectivement, il y a une grosse crise, et puis si on fait rien, on sera peut-être pas réélu, et tout ça. Donc tout le monde s'est mis à une paranoïa générale, qui fait que finalement on est rentré dans un monde où on est gouverné par la folie, presque. Hein. Pour moi c'est de la folie, parce qu'en réalité, je vous le dis, cette année, je pense qu'on va pas dépasser les 630 000 morts. Je vous le dis, on regardera ensemble si vous voulez dans une prochaine vidéo quand les chiffres seront parus de novembre-décembre, mais pour moi, il n'y aura pas, à mon avis, en France, plus de 630 000 morts cette année. Et même si on arrive à 640 000 morts, c'est pas une fin en soi, il n'y a rien eu de dramatique. Et là, vous allez me dire, mais attends, le confinement et tout ça, il a permis justement d'éviter qu'il y ait beaucoup plus de morts et tout ça. Alors là encore, c'est de la spéculation, parce que en réalité, on a observé, si on compare à d'autres pays qui ont fait plus ou moins, on va dire, de confinement, de mesures drastiques au niveau sanitaire, et nous, sachant qu'au début, en plus, ça a été très très déconnant. Très déconnant dans quel sens? Je vais vous expliquer pourquoi. On y reviendra plus tard aussi. On peut retrouver des articles sur internet là-dessus. On a confiné les gens à une période de l'année où il y avait le soleil qui revenait. Le soleil procure de la vitamine D à l'organisme par les ultraviolets qui donc pénètrent au niveau de la peau, et par une réaction voilà, qui est corporelle, qui est due à notre corps.
on génère de la vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D, ça a été reconnu encore. Il y a plusieurs pays actuellement qui, au sein de leur population, font une grande campagne, excusez-moi, de remise à niveau de la vitamine D au sein de leur population, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont en carence. Et les médecins ont constaté que les malades du coronavirus, ceux qui étaient le plus atteints et qui mouraient, avaient très souvent des carences en vitamine D. Ce qui est logique, la vitamine D agit comme un booster de votre système immunitaire. Elle est bonne aussi pour la croissance, mais aussi pour le système immunitaire. C'est pour ça qu'on en donne notamment aux enfants. Si vous aviez des enfants, voilà, vous savez qu'à l'entrée de l'hiver, quand vous allez voir votre médecin, il vous fournit de la vitamine D pour vos enfants. Pour le système osseux, certes, mais aussi pour leur système immunitaire. Et de toute façon, vous pourrez faire vos recherches par vous-même, comme je vous dis sur Internet, vous verrez que les instituts de médecine recommandent généralement d'avoir un bon taux de vitamine D, sous peine effectivement d'être beaucoup plus sensible aux maladies, notamment les maladies infectieuses et tout ça, type justement grippe, coronavirus, etc. etc. Apparemment, ça pourrait même aller beaucoup plus loin, la vitamine D. Hein. Elle est vraiment très très performante pour lutter contre tout type de maladie. Mon conseil à moi, ayez de la vitamine D suffisante dans votre organisme, quitte à vous complémenter avec des compléments alimentaires. La vitamine D, c'est très important. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, en mars-avril, là où, comme bizarrement, il y avait un beau soleil, on a confiné les gens. Mais écoutez, si on prive les gens de soleil, parce qu'il y en a qui habitent pas tous en maison et qui n'ont pas tous un jardin, donc ils sont chez eux, ils profitent très peu du soleil, donc ils ne remontent pas leur taux de vitamine D dont ils ont besoin justement pour éliminer toutes les maladies justement qui étaient arrivées durant l'automne-hiver, période où justement la vitamine D manque et les personnes tombent plus facilement malades. Il n'y a pas que le froid qui agit là-dessus, on est bien d'accord. Donc vous retirez ça, vous retirez la vitamine D de l'organisme, donc vous affaiblissez grosso modo le système immunitaire d'une bonne partie de la population. Secondo, vous créez un état de stress qui lui aussi baisse le système immunitaire, qui baisse les capacités à pouvoir lutter contre des maladies. Et en plus, en mars-avril, on n'avait pas de masque, on n'avait rien du tout pour se protéger, et surtout protéger les personnes les plus fragiles et les plus sensibles. Et on disait, surtout aux premiers symptômes, restez chez vous, attendez que ça s'aggrave pour y aller. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, vous ? Est-ce qu'un médecin vous a dit ah, vous commencez à saigner ? Bah, attendez d'avoir perdu 2-3 litres de sang avant de venir. Patientez un peu. Attendez que vraiment votre état s'aggrave avant de réagir. What the fuck ? Tu rigoles, gars, là ? C'est une blague que tu me fais, là ? Non, mais est-ce qu'on est gouverné par des débiles mentaux ? Je sais pas, quand vous avez une carie, vous attendez que toute votre mâchoire soit infectée avant d'aller chez le dentiste ? Ou au contraire, vous y allez le plus rapidement possible pour éviter justement que toute votre dent s'infecte ? Moi, je me dis, là, on vit dans un monde de tarés. Donc toutes les conditions ont été réunies en plus en mars-avril, surtout, on va dire, pour qu'il y ait vraiment un cataclysme au niveau sanitaire. Heureusement, il n'a pas eu lieu, parce que quand même l'espèce humaine est assez bien faite et quand même très résistante. Mais par contre, effectivement, les personnes les plus sensibles et les plus faibles, elles n'ont pas résisté, surtout qu'on leur demandait de rester chez elles. Donc il y a eu par contre des personnes qui auraient pu être prises en charge et qui aujourd'hui auraient moins de symptômes, même si elles ont survécu. Apparemment, il y a des symptômes après maladie, un problème un peu respiratoire qui s'est installé, parce que forcément, le virus attaque notamment un peu au niveau des poumons. Je ne saurais pas vous décrire exactement le phénomène, mais bon, vous en avez certainement entendu parler. Voilà, il y a un affaiblissement général qui fait que, bah oui, si vous ne vous traitez pas, la maladie va continuer à vous défoncer. Hein. Si vous avez le feu dans votre maison et que vous attendez qu'il y ait la moitié de la maison qui soit en flammes avant de commencer à prendre l'extincteur, forcément, votre maison va être toute cramée. Au lieu que ce soit que l'oreiller, bah, c'est toute la maison qui va être cramée. C'est de la logique. Je veux dire, mais pour moi, c'est aberrant. C'est aberrant. Donc voilà, donc là je voulais un petit peu vous parler aussi de ceci, hein, vous dire que déjà on nous a situés en très mauvaise situation en mars-avril, il fallait surtout pas vraiment confiner les gens, il fallait éventuellement les limiter à des grands déplacements de plus de 100 km, éventuellement oui, pour éviter de trop contaminer des régions avoisinantes, mais il fallait surtout dire aux gens, sortez dehors, prenez vos distances avec les autres, mais sortez dehors, prenez le soleil, c'est super important, faites du sport, ne stressez pas, décontractez-vous, soyez relax, on va gérer la situation. Non, c'est pas ça qui a été fait. C'est ça qu'il fallait faire. Et c'est ça que moi j'ai dit dès mars-avril. M'en sont témoins ceux qui me connaissent. J'ai dit, mais là on fait le contraire de ce qu'il faut faire.
Et vous voyez, le temps m'a donné raison. Alors, on va finir sur une petite news parce que c'est pour vous montrer après où on va en arriver. Donc petite... Oui, j'ai cliqué sur le mauvais truc, c'est pas grave. Hop, voilà, c'est ceci qu'il faut voir. Ceci est très important. C'est pour vous montrer à quel point c'est chez nos voisins, c'est pas chez nous encore, mais confinement, en Belgique, la police va déployer des drones pour surveiller les fêtes de fin d'année. Voilà où on en arrive ensuite. Vous voyez, en fait, le nombre de morts n'aura rien d'anormal. Covid ou pas Covid, on aurait eu le même nombre de morts. Par contre, derrière, regardez la société qui s'installe. Une société de contrôle, très bien orchestrée, qui carrément va fliquer les gens avec des drones. Tranquille. Je sais pas vous, vous avez lu un roman comme 1984 de George Orwell? Eh bien, faites-le vous offrir pour Noël, honnêtement. Si vous l'avez pas eu l'occasion de lire, ou empruntez-le dans la bibliothèque de vos parents, ou de vos frères, ou de vos connaissances, ou de votre famille. Lisez ce livre. En fait, là, ce qu'on vit actuellement, c'est l'installation pure et dure d'un système totalitaire, complètement fou furieux, qui veut contrôler les populations, pour une raison encore un peu obscure pour moi, hein, parce que c'est pas pour une raison sanitaire, soyons clairs là-dessus, je viens de vous démontrer que de toute façon, Covid ou pas Covid, voilà. Mais par contre, derrière, il y a des mesures qui vont être installées et qui vont être très fortes. Et croyez-moi que tout ceci me fait un peu peur, vous voyez. Moi, j'aime pas trop savoir que la police, qui en plus actuellement se retrouve un peu, on va dire, dans des problématiques liées à ces violences internes, on y reviendra dans une autre vidéo, mais grosso modo que voilà, on va vous fliquer, on va vous contrôler. Il y a une autre news justement en Belgique où il disait que les gendarmes pourraient venir carrément vérifier chez les gens. Bon là maintenant c'est des drones, c'est en Belgique apparemment qui sont assez friands de ce chose-là. En France, je pense que ça ne va pas avoir lieu pour l'instant, mais je pense qu'ils pourraient facilement s'en inspirer pour les années à venir en disant nos voisins l'ont fait les Belges, donc ça vous prouve bien qu'on peut le faire et que c'est pas si fou que ça. Ah oui, bien sûr, les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Bah, quel argument, ma foi, quel argument? Oui, et puis voilà, dans les commissariats en Afrique, on fait des water, vous savez, les fameuses planches où on plonge la tête des gens dans l'eau en faisant semblant de simuler de les noyer pour les faire parler. Pourquoi ça se fait ailleurs? Pourquoi pas le faire chez nous, après tout, hein? Bah voyons, bah pourquoi pas? Voilà. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires à mettre, des remarques, des corrections à apporter, n'hésitez pas. Si vous voulez en discuter plus en profondeur, si vous avez d'autres choses, d'autres articles que j'aurais peut-être omis, parce que là j'ai juste présenté cet article sur les drones qui est assez rigolo, moi j'en ai plein d'autres qui sont exceptionnels à présenter, hein. N'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine les gars.